Et si un homme avait écrit le futur avant qu'il ne se produise? Et si les détails d'une catastrophe parmi les plus meurtrières de l'histoire moderne avaient été décrits avec une précision terrifiante dans un roman de fiction? En 1898, un écrivain américain presque inconnu publie un livre, Un navire gigantesque, Une nuit de printemps, des icebergs, des milliers de morts. 14 ans plus tard, le monde entier pleure le Titanic. Et ce roman existe toujours. Disponible, lisible, impossible à expliquer. Alors, coïncidence ou quelque chose d'autre? Nous sommes en 1898. Le monde n'a jamais entendu parler du Titanic. Ce navire n'existe pas encore. Il n'a même pas été imaginé par ses constructeurs. Et pourtant, un homme du nom de Morgan Robertson écrit un roman qu'il intitule Futility. À l'intérieur de ce livre, un paquebot fictif, nommé le Titan, coule dans l'Atlantique Nord. La nuit, en avril, après avoir heurté un iceberg, des centaines de passagers meurent parce que le navire ne dispose pas d'assez de canaux de sauvetage. Voilà ce que ce livre décrit. En 1898, qui était réellement Morgan Robertson? Un prophète? Un génie? Ou simplement un homme ordinaire qui a écrit une histoire ordinaire? Né en 1861 à Oswego, dans l'État de New York, Robertson était un ancien marin. Il connaissait la mer, il connaissait les navires, il avait navigué sur l'Atlantique pendant des années avant de devenir écrivain. Certains disent qu'il était alcoolique, solitaire, incompris de son vivant. Ses livres ne se vendaient pas bien, il mourut pauvre en 1915. Mais ce qu'il avait écrit, personne ne pourrait jamais l'oublier. Voici où tout devient troublant. Commençons par les chiffres. Dans le roman de Robertson, le Titan mesure 240 mètres de long. Le Titanic réel mesurait 249 mètres, presque identique. Le Titan fictif pouvait transporter 3000 personnes. Le Titanic réel en transportait 3310. La vitesse du Titan au moment de la collision? 25 nœuds. La vitesse du Titanic réel lors de l'impact avec l'iceberg? 22 nœuds. Ces chiffres ne sont pas des approximations vagues, ce sont des données précises, écrites 14 ans avant. Les coïncidences ne s'arrêtent pas aux chiffres bruts, elles pénètrent dans les détails architecturaux. Dans le roman, le Titan est décrit comme le plus grand navire jamais construit, insubmersible selon ses créateurs. 3 hélices, 24 chaudières, exactement comme le Titanic réel. Les deux navires étaient considérés comme des merveilles technologiques de leur époque. Les deux transportaient des passagers riches, des élites mondiales. Et les deux étaient présentés comme invincibles, comme si la nature elle-même n'osait pas les défier. Cette arrogance humaine, Robertson l'avait vue venir. Peut-être mieux que quiconque. Et puis il y a le moment. Le mois. Dans le roman de Robertson, la catastrophe du Titan se produit en avril. Le Titanic a coulé dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Même mois, même saison, même région de l'Atlantique Nord. Là où les icebergs dérivent naturellement vers le sud au printemps. On pourrait argumenter que Robertson connaissait la géographie maritime, qu'il savait que les icebergs sont dangereux en avril. Soit. Mais combiner toutes ces coïncidences ensemble, le mois, la taille, la vitesse, le nom, la cause, cela devient impossible à ignorer. Voici le détail qui glace le sang. Dans le roman, le Titan dispose de 24 canaux de sauvetage, insuffisants pour tous les passagers à bord. Dans la réalité, le Titanic disposait de 20 canaux de sauvetage, également insuffisants. Tragiquement insuffisants. 1482 personnes ont péri dans les eaux glaciales de l'Atlantique, en partie pour cette raison. Robertson avait écrit cette insuffisance de canaux comme un élément dramatique de son roman, comme une critique implicite de l'arrogance humaine. Comme si quelque chose, en lui, voulait avertir le monde. Mais personne n'a écouté. Dans les deux cas, fictif et réel, une même philosophie dominait. La certitude absolue de l'invincibilité. Le Titan de Robertson était présenté comme insubmersible par ses créateurs. Le Titanic réel portait exactement la même réputation. Les journaux de l'époque l'appelaient le navire, que Dieu lui-même ne pourrait pas couler. Cette phrase terrifiante résume tout. L'hubris humain, la conviction que la technologie peut vaincre la nature. Robertson avait compris quelque chose d'essentiel sur la psychologie humaine, que l'orgueil précède toujours la chute. Il l'avait mis en fiction. La réalité l'a prouvé dans le sang. La science tente bien sûr d'expliquer.
Les sceptiques avancent des arguments rationnels. Robertson était un ancien marin. Il connaissait les routes transatlantiques, les saisons, les dangers. Il savait que les grands navires allaient devenir de plus en plus grands. Il connaissait le débat sur les canaux de sauvetage qui existaient déjà dans les cercles maritimes. Peut-être a-t-il simplement extrapolé des tendances réelles. Une projection logique basée sur sa connaissance du secteur. C'est possible. C'est même probable pour certains détails. Mais est-ce que la science explique vraiment le nom Titan, Titanic. 4 lettres de différence. Dans la mythologie grecque, les titans sont des dieux anciens, puissants, orgueilleux et vaincus, renversés par les Olympiens pour leur arrogance. Leur nom même signifie celui qui s'étend avec force. Robertson a choisi ce nom consciemment, comme une métaphore de l'orgueil humain destiné à chuter. Les constructeurs du Titanic réel ont choisi ce nom pour évoquer la grandeur, la puissance, la domination de la mer. Les deux ont choisi le même symbole mythologique, et les deux ont obtenu la même fin tragique. Le nom était un avertissement que personne n'a décodé. Après le naufrage du Titanic en 1912, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans le monde littéraire. Des journalistes et des historiens se souvinrent du roman de Robertson. Ils recherchèrent le livre, ils le lurent, et ils furent stupéfaits. Le roman fut réédité immédiatement sous un nouveau titre encore plus troublant. The Wreck of the Titan, le naufrage du Titan. Robertson était encore vivant à ce moment-là. Il avait 61 ans. On l'interrogea. Il ne donna jamais d'explication satisfaisante. Il dit simplement qu'il avait imaginé une histoire réaliste. Rien de plus, rien de moins. Des témoins directs de cette époque ont laissé des récits troublants. Des survivants du Titanic ont affirmé avoir entendu parler du roman de Robertson avant même d'embarquer. Était-ce vrai? Était-ce la mémoire déformée par le traumatisme? Impossible à confirmer aujourd'hui. Mais ce qui est documenté, c'est que plusieurs passagers et membres d'équipage avaient des pressentiments avant le départ. Un steward aurait dit à sa femme qu'il avait peur de ce voyage. Sans raison précise. Juste une sensation. Comme si l'atmosphère elle-même portait un avertissement que les hommes refusaient d'entendre. Le cas du Titanic n'était pas la seule fois que Morgan Robertson semblait voir l'avenir. En 1914, il publie une nouvelle intitulée « Beyond the Spectrum ». Dans cette histoire, il décrit une guerre entre les États-Unis et le Japon, déclenchée par une attaque surprise japonaise sur la flotte américaine, sans déclaration de guerre préalable. Pearl Harbor se produisit 27 ans plus tard, en 1941, exactement de cette façon. Robertson décrivit même des armes à rayons lumineux intenses, capables de détruire des flottes entières. Certains y voient une préfiguration des bombes au laser modernes. Comment expliquer cela? La psychologie offre une théorie fascinante. On l'appelle l'intuition créatrice profonde. Les grands artistes, les écrivains visionnaires, absorbent une quantité massive d'informations de leur environnement. Ils les traitent inconsciemment. Et parfois, ils produisent des œuvres qui synthétisent des tendances cachées, que la société n'a pas encore reconnues consciemment. Robertson avait navigué, il avait observé, il avait réfléchi à l'évolution des navires, aux risques ignorés, à l'orgueil des compagnies maritimes. Son roman était peut-être la projection logique d'un futur déjà en construction, visible pour ceux qui savaient regarder. Personne n'avait regardé, sauf lui. La communauté scientifique reste divisée. Les statisticiens ont calculé la probabilité que toutes ces coïncidences se produisent simultanément par hasard pur. Les résultats sont vertigineux. Certains chercheurs estiment cette probabilité inférieure à 1 sur 10 millions. D'autres disent que le biais de confirmation nous pousse à ignorer les différences et ne retenir que les similarités. C'est l'argument du cherry picking. Mais même les sceptiques les plus rigoureux reconnaissent que l'accumulation des correspondances dépasse le confort statistique ordinaire, et que quelque chose dans ce cas mérite une analyse plus approfondie que le simple rejet. Il existe des coïncidences moins connues, mais tout aussi troublantes. Dans le roman, le Titan transporte des immigrants et des riches passagers en première classe, exactement comme le Titanic réel. Dans le roman, la catastrophe se produit lors du voyage de retour. Non, erreur. Le Titanic coulait lors de son voyage inaugural vers New York. Voilà une différence. Les sceptiques la soulignent. Mais les mystiques répondent que Robertson décrivait un futur archétype, une vérité symbolique, plutôt qu'un journal de bord précis. La question reste entière. Jusqu'où peut aller la coïncidence avant de devenir autre chose? Revenons à la nuit du 14 avril 1912. Il est 23h40.
Le Titanic navigue à pleine vitesse dans des eaux que l'équipage sait dangereuses. Des avertissements iceberg ont été reçus toute la journée. L'opérateur radio Jack Phillips les a traités comme secondaires. La fête continue dans les salons de première classe. Le champagne coule, l'orchestre joue, puis le guetteur Frederick Fleet aperçoit quelque chose dans l'obscurité. Il saisit le téléphone. 3 mots seulement. Iceberg, droit devant. Il est déjà trop tard. Dans le roman de Robertson, ce moment avait déjà été vécu, sur papier, 14 ans avant. Comparons maintenant scène par scène. Dans le roman, le Titan navigue à grande vitesse malgré les risques connus. Dans la réalité, le Titanic maintenait une vitesse élevée malgré plusieurs avertissements iceberg. Dans le roman, les passagers riches refusent de croire au danger. Dans la réalité, des témoins ont rapporté que des passagers de première classe plaisantaient encore après l'impact. Dans le roman, le navire coule en 2 heures. Dans la réalité, le Titanic a mis 2 heures et 40 minutes à sombrer. Ces parallèles ne sont plus des approximations, ce sont des échos. Littéraux, troublants. Robertson n'est pas seul dans cette catégorie troublante. Jules Verne a décrit le voyage sur la Lune en 1865, 104 ans avant Apollo 11. Dans 20 000 lieues sous les mers, il décrit un sous-marin à propulsion électrique, avec une précision technique remarquable. H. Wells a décrit la bombe atomique dans The World Set Free en 1914. 30 ans avant Hiroshima, Philip K. Dick a décrit une société de surveillance de masse totale, des décennies avant Internet. Ces auteurs voyaient-ils vraiment l'avenir? Ou dessinaient-ils des trajectoires que l'humanité suivait déjà sans le savoir? Certains chercheurs alternatifs proposent une théorie radicale. Le biologiste Rupert Sheldrake a développé le concept de champ morphique. L'idée que l'information peut se transmettre à travers un champ invisible reliant tous les êtres vivants. Que la conscience humaine collective peut influencer la perception individuelle. Que certaines personnes sont naturellement plus réceptives à ces signaux que d'autres. Robertson aurait-il été l'une de ces personnes? Aurait-il capté quelque chose dans ce champ collectif? Cette théorie est controversée, rejetée par la science mainstream. Mais elle fascine ceux qui cherchent des réponses là où la logique s'arrête. Il existe un témoignage peu connu qui mérite attention. W.T. Stead, journaliste britannique célèbre, était à bord du Titanic cette nuit-là. Il mourut dans le naufrage. Mais avant d'embarquer, il avait lui-même écrit en 1892 une histoire courte, décrivant un paquebot coulant dans l'Atlantique, faute de canaux de sauvetage. Stead avait donc écrit une histoire similaire à Robertson. Et il monta quand même à bord du Titanic, comme si les avertissements qu'il avait lui-même créés ne lui avaient pas parlé. 2 écrivains, 2 histoires similaires, un seul Titanic. Et Stead était à bord. Voici la révélation que peu de gens connaissent. Après le naufrage du Titanic, Morgan Robertson fut interviewé. On lui demanda comment il avait pu prédire avec une telle précision. Sa réponse fut simple et dérangeante. Il dit qu'il n'avait pas prédit. Il dit qu'il avait vu. Qu'en écrivant, il entrait dans un état de conscience altéré où les histoires lui arrivaient plus qu'il ne les créait. Il décrivit son processus créatif comme une réception, comme si quelqu'un ou quelque chose dictait les mots à travers lui. Il mourut sans jamais changer cette explication. Seul. Pauvre. Certain de ce qu'il avait vécu. Alors, où en sommes-nous? La science peut expliquer certaines coïncidences par la connaissance maritime de Robertson. Elle peut invoquer le biais de confirmation pour les autres. Elle peut calculer des probabilités et les juger extraordinaires, mais pas impossibles. Ce que la science ne peut pas faire, c'est expliquer la totalité, l'ensemble complet des correspondances prises simultanément. Le nom, la taille, le mois, la vitesse, les canaux, l'arrogance, le lieu, la mort de masse. Chaque élément individuellement a une explication rationnelle. Mais tous ensemble, la science hésite. Et dans cette hésitation, le mystère survit, intact, profond, sans réponse définitive. Alors, laissons cette question ouverte. Si un roman publié aujourd'hui décrivait en détail une catastrophe maritime précise, avec un navire spécifique d'une taille donnée, coulant dans une région particulière, un mois particulier, pour une raison particulière, avec un nombre de victimes particulier, nous le lirions comme de la fiction. Nous passerions à autre chose. Et si, dans 14 ans, cette catastrophe se produisait exactement comme décrite? Ce questionnement change la façon dont nous regardons la fiction, change la façon dont nous regardons les artistes. Peut-être que certains écrivains ne créent pas.
Peut-être qu'ils reçoivent. Mais la science est encore loin d'avoir toutes les réponses sur les mystères qui entourent les grandes catastrophes de l'histoire humaine. Ce que nous savons avec certitude, c'est ceci. Morgan Robertson a écrit quelque chose que le monde n'était pas prêt à lire. Et le monde a payé un prix terrible pour ne pas avoir écouté. La prochaine fois, nous explorerons un autre mystère encore plus ancien. Une civilisation entière disparue en une nuit, des milliers d'années avant notre époque. Et des preuves géologiques qui remettent tout en question. Êtes-vous prêt à descendre encore plus profond? Si vous êtes encore avec moi à ce stade, c'est que ce mystère vous parle autant qu'à moi. La cloche de notification vous permettra de ne jamais manquer nos prochaines explorations.